bonsoir. Merci d'être venu. Franchement, vu le temps, vu que c'est la première réunion, je suis vraiment je suis déçu en bien. En plus, c'est Noël. Je m'appelle Toby Langel. Je travaille comme développeur à Facebook depuis officiellement 6 ou 7 mois. Avant ça, j'étais consultant à plein temps pour eux depuis maintenant, en tout, ça fait à peu près une année. Je suis aussi leur représentant auprès du W3C, donc pour ce qui est tout ce qui est gestion des standards du web. Avant de rejoindre Facebook, je travaillais comme consultant pour différentes sociétés, essentiellement en Angleterre et en Amérique du Nord. Et j'étais surtout connu pour mon travail open source, notamment pour la librairie Prototech, qui était la grande librairie JavaScript avant que j'y sois. Aujourd'hui, je vais vous parler, en gros, un peu un espèce de petit historique à travers le temps de comment on organise son JavaScript et comment on le déploie. En gros, vu qu'on est finalement, enfin, c'est une petite salle et qu'on est en gros peu nombreux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et l'autre chose, c'est, je sais, someone actually asked me about whether it was going to be, the talk was going to be in English or in French. Is that person here? Non? Non, et encore là. D'accord, ok. Non, parce que j'avais dit, bah, si jamais, je peux toujours un peu essayer de traduire en anglais pour, parce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas du tout français. Je crois qu'il vient d'arriver là. Ah. Non. Bon, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à les poser. Voilà. Alors, ah oui, une dernière chose, c'est la première fois que c'est un outil en HTML5 pour faire la présentation. Donc c'est la première fois que j'utilise ça. Et donc si jamais il y a des trucs bizarres qui se passent, c'est de la faute de HTML5. À la base, le web est un endroit pour échanger des documents. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le JavaScript, c'était pas du tout prévu à l'origine. En gros, on va voir au fil du temps que plus on amène de JavaScript à l'intérieur de cette enveloppe qui à la base n'était pas prévue pour ça, plus on va avoir des problèmes compliqués, différents et amusants à régler. Alors la première chose qui est arrivée, c'est tout bêtement, voilà, on a commencé à pouvoir utiliser du JavaScript dans une page web. Donc Brandon Knight, qui bossait à l'époque pour Netscape, a écrit son gage en une dizaine de jours, en 95. Et ce qui se passe assez rapidement sur le net, en fait, c'est tout simplement cette fameuse période que je n'ai pas connue personnellement, enfin j'en ai vu que la fin, mais qui était donc le Dynamic HTML, c'est-à-dire des documents avec des trucs qui bougeaient, quand on bougeait la souris, des photos qui suivaient la souris, ou des choses très, très primitives de cet ordre-là. Ce qui se passe assez rapidement après coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec de plus en plus de scripts dans la page pour faire de plus en plus de choses différentes. Et évidemment, ça provoque assez vite un problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec chaque nouveau projet demande d'aller chercher le petit bout de JS pour faire ceci dans tel ancien projet, le petit bout de JS pour faire cela dans tel autre ancien projet, aller copier et coller encore un autre petit bout de JS, et en gros, on a une espèce de boîte à outils avec plein d'outils de pas excellente qualité et absolument rien pour essayer d'assembler tout ça en un bloc qui permettrait en somme de gagner du temps au développement, et on verra par la suite aussi de gagner du temps pour l'utilisateur du site à la fin qui n'est pas obligé de télécharger des tas et des tas de petits scripts pour ça. Alors,
je saute des étapes. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a il y a un certain nombre de gens, de développeurs qui se mettent à assembler ces petits bouts de fonctionnalités pour en faire des espèces de librairies un peu bâtardes, qui sont pas vraiment des frameworks, même si elles en portent le nom, et qui sont un peu plus que des librairies aussi, en gros qui sont des espèces de paquets dans lesquels on met un peu tout ce dont on a besoin pour faire un site web avec un comportement, avec des pages, avec du comportement dynamique dedans. C'est les tout débuts d'Ajax, c'est les tout débuts de ce qu'on va appeler après le Web 2. Alors là, tout le monde est très très content. Parce qu'effectivement, c'est tous ces espèces de petits bouts qui sont tout d'un coup assemblés dans un endroit et qui facilitent grandement le développement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit, il y a une cassure très nette, on voit apparaître vraiment des sites web qui commencent à être plus vraiment des documents animés, mais qui commencent à ressembler à de vraies applications. Et puis après, dans la foulée, il y a jQuery. Alors jQuery, c'est comme toutes ces librairies qu'il y avait juste un peu avant, mais qui plaît à tout le monde. En tout cas, qui a un succès qui est absolument phénoménal et qui dépasse très clairement le cadre de juste les développeurs et qui arrive vraiment, en fait, que les designers et les gens qui n'ont pas l'habitude de vraiment écrire du code comprennent tout de suite. C'est en gros l'énorme force de cette librairie, c'est de pouvoir faire tout à partir de sélecteurs CSS. Très peu de temps après, il arrive ce problème-là. C'est-à-dire que dès qu'on peut faire un truc, c'est une règle un peu générale, dès qu'on arrive à une solution à peu près stable où tout le monde est content, ça marche bien, on a un paquet, etc., on se rend compte que c'est le moment de pouvoir faire plus. Et donc, effectivement, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de plugins de plus ou moins bonne qualité qui permettent de faire des tas de trucs que juste avant on ne pouvait pas faire, ou en tout cas pas aussi simplement. Et on se retrouve avec le même problème qu'avant, c'est-à-dire plein d'éléments différents qui dépendent plus ou moins les uns des autres et qu'on a du mal à mettre ensemble et à transporter proprement pour qu'ils arrivent auprès de l'utilisateur final. Alors, je suis censé avoir une preview de mes slides sur ce truc, mais en fait, ça ne marche pas très bien. Voilà. Donc, on est dans cet état-là. Le problème, effectivement, c'est qu'on se retrouve avec des plugins qui sont de qualité différente, qui ont, dans certains cas, des interdépendances, mais pas nécessairement, qui éventuellement peuvent dépendre de versions de jQuery différentes, qui éventuellement peuvent être basés sur des frameworks différents. C'est typique, on a un accordéon qu'on adore qui est basé sur Prototype, et je sais pas, un autre truc, un Lightbox qu'on adore qui est basé sur jQuery, et le nombre de pages que j'ai vu, de sites web que j'ai vu dans lesquels il y avait sur la même page jQuery et Prototype, et pourquoi pas encore MooTools, j'ai vu des choses incroyables, par exemple sur le site d'un grand constructeur de hardware que je ne vais pas nommer. Il y avait carrément, ils utilisaient Prototype à l'époque, et il y avait carrément inclus dans chaque page le test, Harness, le framework de test de Prototype qui était inclus avec le tout dans chaque page. Voilà, parce que on y allait, quoi. Pas de raison de ne pas le mettre, ça faisait partie de. C'était distribué en même temps que Scriptaculous et Prototype et d'autres trucs qu'elle avait avec. Et ben, donc pendant un bon moment, tous les gens qui sont allés sur le site de ce constructeur de hardware que je ne nommerai pas, téléchargeaient un système entier pour pouvoir, si jamais, unit tester leur JavaScript. Le problème principal de tout ça, bien sûr, c'est que ça rend le développement très compliqué, de gérer toutes ces dépendances. Et après, surtout quand on déploie un site avec 10 ou 15 ou Dieu sait combien de fichiers JavaScript différents, c'est très très lent
pour l'utilisateur final. Et quand un site est très très lent pour l'utilisateur final, eh bien, la boîte qui a ce site perd beaucoup d'argent. C'est mathématiquement très très simple. Si vous prenez une demi-heure de temps libre de quelqu'un et que vous pouvez lui faire voir de la publicité pendant cette demi-heure de temps libre, si vous avez un site très très lent, vous lui montrerez, je ne sais pas, disons 150 pages. Si vous avez un site très très rapide, vous lui en montrerez 300 ou 500 ou 800. C'est juste un exemple parmi d'autres. Et à ce moment-là, forcément, vu que la publicité est par page vue ou par clic, eh bien vous aurez montré beaucoup plus de publicité à quelqu'un sur un site rapide que sur un site lent. De la même manière, typiquement, je crois que c'est Google qui avait cet exemple-là. La raison pour laquelle il y a 10 résultats sur la première page de Google, et pas 20, et pas 30, et pas 15, et pas 50, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fait des essais pour savoir quel était le nombre optimal de résultats à afficher, parce que la plupart de leurs utilisateurs disaient « moi j'aimerais plus de résultats sur la première page, 10 c'est pas assez, etc. » Il se trouve que 10 résultats, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais 10 résultats de recherche affichés au côté serveur leur prenait 0,4 secondes à produire et 20 à peu près 0,9. Donc l'ensemble, les résultats arrivaient plus tard, arrivaient quasiment une demi-seconde plus tard, et les tests qu'ils ont fait à cette époque-là ont montré qu'effectivement les utilisateurs du coup faisaient moins de recherches, étaient moins satisfaits du navigateur, etc. Donc la vitesse est quelque chose d'absolument essentiel pour une application web aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Voilà. L'autre problème, c'est qu'effectivement, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est effectivement, non seulement c'est compliqué à gérer, mais en plus c'est lent. La solution, la première solution de cette histoire, c'est bon. Il faut savoir que ce qui coûte cher, enfin une des choses qui coûte très cher quand vous téléchargez, quand un utilisateur télécharge un script, c'est pas tant le nombre de données que le nombre de requêtes. Sans aller dans les détails, en gros, chaque requête doit faire un aller-retour. Et cet aller-retour-là, qu'on appelle la latence, peut être relativement lent. Et sur les mobiles, aujourd'hui, il est encore beaucoup plus. Donc ce qu'on essaie de faire dans un premier temps, c'est limiter au maximum le nombre de requêtes qu'on fait, donc en concaténant l'ensemble des fichiers JavaScript qu'on a dans un fichier qu'on utilise pour transporter ce JavaScript à l'utilisateur. Effectivement, le problème de ça, c'est que c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que, typiquement, si on regarde l'exemple d'avant, là, ce que ce petit script fait, c'est tout simplement, il prend tous les fichiers qui ont une extension JS dans l'ordre alphabétique et il les case dans un fichier qu'il appelle main.js. Évidemment, le problème de ça, c'est que si vous avez un plugin qui dépend de jQuery, il faut que jQuery soit là avant. Et après, si vous avez un plugin qui dépend d'un autre plugin ou qui a besoin d'un autre truc, il faut respecter un certain ordre à tout ça, ce qui est, dans le cadre d'un site web avec quelques petits aspects dynamiques relativement faciles à gérer manuellement, mais dans le cas d'un site qui ressemble de plus en plus à une application telle qu'on voit depuis les débuts du Web 2, ça commence assez rapidement à être compliqué. Alors, à la base, à ce problème, il y a eu deux solutions. Je crois que je les ai historiquement dans le désordre. Voilà. La première, c'est des script loaders. L'exemple de ça, c'est, peut-être vous connaissez labjs.com. Alors, l'idée, c'est que vous avez un morceau de
vous allez programmer un loader pour dire ah bah d'abord je veux loader jQuery et ensuite je veux loader telle et telle chose. Et ça permet de loader certains fichiers en parallèle, d'attendre que certains fichiers soient loadés pour les exécuter, et après, une fois que ces fichiers sont exécutés, en loader d'autres ou bien en exécuter d'autres, donc en respectant en gros l'ordre dans lequel les fichiers ont besoin d'être exécutés tout simplement pour que l'application fonctionne correctement. Le problème principal de ce genre d'outil, donc LabJS en est un parmi d'autres, il y en a plein. Hein. Le problème principal, c'est que ça repose sur toute une série de comportements de navigateur, du genre, par exemple, qu'un script, quand il est loadé, déclenche un événement onload de ce script, ce que pas tous les navigateurs font, pas toujours de la même manière. Donc ça repose sur toute une série de comportements des navigateurs qui sont peu standardisés et, disons, précaires. L'autre solution, alors c'est une solution parmi d'autres, c'est une solution que l'inventeur prototype Sam Stephenson avait développée, qui s'appelait Sprockets, qui existe toujours d'ailleurs, qui est, je crois, le défaut dans Rails, sauf erreur, et qui utilise un système pour gérer les dépendances qui est basé en gros sur des méta-tags dans les commentaires. C'est-à-dire vous écrivez donc dans un commentaire que ce fichier a besoin de tel autre fichier, par exemple, et vous avez un outil qui va en gros lire tous ces commentaires et compiler les fichiers dans le bon ordre. On utilise un système à peu près similaire à Facebook qui s'appelle Haste, qui est un système qu'on a développé en interne, et qui utilise une syntaxe à peu près identique. Ça permet aussi, il y a plein de choses qui sont possibles en plus de juste aller demander un fichier, comme de dire ce fichier a besoin de telle ressource CSS, des choses comme ça. Donc ça, si jamais vous voulez regarder, c'est getsprockets.com. Voilà. Le problème de ce genre de système, c'est que quand on commence à arriver dans des applications sur lesquelles il n'y a plus d'un développeur qui travaille, disons qu'il y en a plusieurs, pas nécessairement autant que sur Gmail, mais disons plusieurs, et qu'on arrive à des quantités de code non triviales de genre un demi-million de lignes de JavaScript une fois qu'on a enlevé les commentaires, je laisse un peu ça, c'est énorme, c'est plus du tout gérable, c'est des projets qui sont plus du tout gérables de la même manière qu'un projet où il y en a, disons, un dixième. C'est des projets où on ne peut plus du tout transporter, enfin je veux dire, on ne peut pas loader un million de lignes de JS dans un navigateur, c'est juste, c'est impossible, le navigateur crash. Donc on entre en fait dans un cadre d'application qui est vraiment très différent, qui est réellement une application. Et c'est plus juste un site web, applicatif, en gros, c'est vraiment des applications essentiellement écrites en JavaScript, et où on doit résoudre finalement deux problèmes qui sont compliqués, c'est comment garder le code organisé et comment le déployer. Le problème avec les deux systèmes que j'ai présentés avant, c'est-à-dire des loaders de scripts et de la gestion de dépendance par commentaire, c'est que ça n'empêche pas d'écrire du code où on fait référence à un autre script dont on ne déclare pas la dépendance dans les commentaires. Je donne un exemple. Le plugin X a besoin du plugin Y pour fonctionner, mais il ne le marque pas spécifiquement dans sa page, et pourtant, tout le temps, ça fonctionne correctement.
Il se trouve que, par hasard, le plugin Z a lui aussi besoin du plugin Y, et lui l'a marqué dans sa page. C'est courant comme problème. Pour vous dire, à Facebook, j'ai un copain qui a fait un petit grep sur notre code source récemment pour regarder combien de fois le module de gestion des événements du DOM était utilisé dans une page sans avoir été spécifiquement requis dans cette même page. Et bien, il y avait 583 occurrences. Ça vous donne une idée de l'ampleur du problème. Le problème, c'est que dès qu'il y a quelque chose dans le comportement qui change quelque part, du genre tout d'un coup on n'a plus besoin du plugin Z, et les choses, il y a du code qui ne va plus fonctionner, ça va être très 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 compliqué de comprendre exactement pourquoi. Donc, ça montre vraiment la limite des systèmes qui ont été utilisés jusqu'à présent pour gérer le JS, c'est-à-dire que ce n'est pas réellement de la gestion de dépendance, en gros, on ne fait pas quelque chose qui est vraiment intégré au langage lui-même, non, on colle des bouts de code ensemble et on espère que tout va fonctionner proprement. Voilà, alors, à ce moment-là arrive CommonJS. Donc CommonJS, c'est un espèce d'effort de standardisation qui est très intéressant dans comment il a fonctionné, dans comment il a évolué. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des autres types de spécifications qu'on voit, qui sont gérés par de gros organismes du genre W3C, ECMA, IETF, etc., CommonJS, c'est 5 ou 6 développeurs qui travaillaient sur des solutions d'utiliser le JavaScript côté serveur, qui avaient besoin d'un système pour, en gros, créer des modules et gérer les dépendances de manière programmatique. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement dans CommonJS, c'est pas tout CommonJS qui était à la base un projet très très grand où il voulait aussi avoir des espèces de librairies standardisées pour gérer tout ce qui était JS en serveur, donc une librairie IO, une librairie pour la crypto, etc., etc. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les modules. Le site de CommonJS, si jamais, c'est là. Les modules de CommonJS reposent sur les principes fondamentaux de JavaScript. C'est je ne sais pas comment on dit ça en français, closure. Il y a un terme pour les closures en français. Une closure. Un closure. Une closure. Une closure. Très bien. Donc, l'idée en gros, c'est de dire que, et c'est ce qu'on appelait, c'est Douglas Crockford, donc, qui a en gros inventé le concept, ou en tout cas qui a rendu au grand public le concept d'utiliser une closure pour créer un module, c'est-à-dire en gros un espace privé non accessible depuis l'extérieur. Et c'est ce concept-là qui est utilisé pour les modules CommonJS. L'idée, c'est qu'au lieu d'à chaque fois écrire une closure, pardon, une closure autour de chaque module et d'avoir chacun de ces modules à l'intérieur de la même page, c'est de dire la closure en elle-même, on va la générer programmatiquement et on va décider qu'un module égale une page. Et après, en gros, donc, chaque module est automatiquement enveloppé dans une closure au moment où il est intégré à l'ensemble des autres modules afin d'être déployé vers le client. Chaque module n'a droit ne peut accéder qu'à 3 variables, qui sont des free variables, je ne sais pas comment dire en français non plus, c'est-à-dire des variables qui sont d'ordre global, quoi, enfin qui sont pas nommées qui ne sont pas appelées de manière spécifique, qui ne sont pas définies de manière spécifique. Ces 3 variables sont require,
qui est une fonction et qui permet d'aller chercher un autre module en passant l'identifiant de ce module sous forme d'une chaîne de caractères. Export, qui est l'unique manière dont un module a le droit d'exporter ses fonctionnalités au monde extérieur. Et l'objet module, qui est un espèce de conteneur à métadonnées qui, sauf erreur, ne contient pas grand-chose si ce n'est l'identifiant du module lui-même. Donc, c'est l'exemple de base qui est sur le site de CommonJS. Alors, c'est un exemple stupide parce que chacun sait qu'on a des moyens de faire l'addition en JavaScript qui sont, disons, plus élégants que ça. Mais ça donne une bonne idée de comment fonctionnent les modules CommonJS. Donc, c'est 3 fichiers distincts. D'accord? Le premier qui s'appelle mat.js, le deuxième qui s'appelle increment.js et le troisième qui est le programme en lui-même, qui est l'entrée principale du programme, le main pour les gens qui font du Java. Je pense qu'il y a d'autres. Enfin bref, qui est donc le programme en lui-même. Donc, ce qu'on voit, c'est que mat.js ne fait qu'une seule chose, c'est qu'il exporte une fonction qui additionne A et B et qui retourne le résultat de cette addition. Increment.js, lui, il va aller chercher, donc il va requirer le module mat. Il a besoin, oui. Je suis désolé, c'est la première fois que je présente quelque chose en français et ça me fait vraiment très très bizarre au niveau du. J'ai réussi à dire chaîne de caractères, j'étais très fier. Donc, increment a besoin d'additionner, enfin du module mathématique, et il va prendre la fonction additionnée, et la fonction, et va exporter une fonction qui va s'appeler incrémenter, qui est tout simplement l'addition de la valeur qu'on lui passe plus 1. Alors, je sais que c'est un exemple complètement crétin, mais on est d'accord, personne ne devrait faire ça nulle part, mais ça permet assez bien de se rendre compte de ce qui se passe. Le programme JS, lui, tout simplement, il veut incrémenter 1 pour le transformer en 2, et il ne va pas avoir besoin d'appeler directement add, puisque increment va s'en occuper. Il va juste aller chercher le module increment dont il a besoin, qui lui-même ira chercher le module mat dont il a besoin pour incrémenter. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que c'est le gros morceau de CommonJS, c'est bien comprendre ça. Oui. Deux questions. Imaginons qu'on avait le deuxième module, decrement.js par exemple, qui dépend aussi sur math.js. Est-ce que CommonJS est sûr qu'une seule copie kit de math.js qui est loadée? Alors, oui, les modules. Alors, en fait, au moment de l'étape de concaténation, de compilation de tout ça, le programme qui va, disons le runtime qui va être ajouté à l'environnement, en gros, va donner lui-même à chaque module qu'il instancie un objet qui va être l'objet que ce module va utiliser pour exporter ses fonctionnalités. Donc, en gros, chaque module est un singleton en parler Java. Et donc, effectivement, chaque module, les deux decrement, par exemple, qui auraient aussi besoin de maths, auraient accès au même module. Alors, c'est la même instance. Oui, la même. Il y a un objet qui fait un mapping entre la chaîne de caractères math et l'objet qui a les exports. Exactement. Exactement. Donc, la deuxième question, c'est si tu as deux modules avec le même. Est-ce qu'il faut que tous les nombres des modules soient uniques? Chaque module doit être unique. Alors, ça pose un problème assez intéressant, complexe et, à mon avis, pas réellement résolu aujourd'hui quand vous avez différents modules
qui ont besoin de différentes versions du même module dans un navigateur. Ça, c'est Require.js, dont je toucherai quelques mots après, a une solution pour ça. C'est beaucoup plus simple côté serveur, évidemment, parce qu'on s'en fout complètement de transporter. On n'a pas le problème de devoir faire attention à ce qu'on transporte. Donc, on peut transporter plein de modules différents et ça pose pas de problème. C'est beaucoup plus compliqué que les navigateurs. Est-ce qu'il y a... Oui. Est-ce qu'on peut avoir des dépendances cycliques? Voilà, alors ça c'est une question très intéressante. Avec CommonJS, oui, puisque c'est l'environnement qui fournit à chaque module son objet d'export. Les dépendances peuvent être cycliques sans autre, à condition toutefois de ne pas appeler pendant l'instanciation du module une fonction d'un autre module dans un cas d'un rapport cyclique. Alors c'est justement le fait qu'on passe cet objet d'export qui rend les modules, enfin, les dépendances cycliques possibles. Effectivement, si à la place de ça, par exemple, au lieu d'avoir un objet export, on faisait return en admettant à la fin de la fonction, ça ne serait pas possible. L'autre chose que Node fait, que vous avez vraisemblablement vu, c'est, et là je vais utiliser le tableau, c'est, dans Node on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut, l'objet d'export, on peut assigner une valeur à l'objet d'export. Donc c'est utilisé en fait essentiellement pour avoir des modules. Disons qu'il y a deux cas d'utilisation. Le principal étant d'avoir des modules qui exportent une fonction plutôt que d'exporter un objet. C'est quelque chose qu'on peut faire dans Node, c'est pas quelque chose qui fait partie du standard CommonJS. Et ça casse évidemment la possibilité d'avoir des dépendances cycliques, puisque selon dans quel ordre ils sont appelés, redéfinir en gros l'objet export de son propre module va faire que l'objet l'export, dans notre module, il va avoir l'ancien et pas celui. C'est difficile d'expliquer les dépendances cycliques. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore spécifiques à cette partie-là? Juste une question bête. Le module, la variable module, en fait, n'est pas utilisée ici. Elle est utilisée en interne par CommonJS. À quel moment est-ce que... alors, elle sert, elle est utilisée très, très souvent dans un cas qu'on utilise finalement assez peu côté client. C'est pour ça que je n'en ai pas tellement parlé. En fait, Require a une propriété qui s'appelle main et qui est l'objet module du point d'entrée du programme. Donc, en gros, dans ce cas-là, vu que le point d'entrée c'est programme.js, chaque module aura la propriété Require. La propriété main de la fonction require dans chaque module donnera directement accès à l'objet module du programme. Et ça permet tout simplement ce qu'on fait dans d'autres langages de manière à peu près similaire, c'est-à-dire avoir un module qui, en gros, dans lequel on fait des choses spécifiques au cas où c'est le point d'entrée d'un programme. Donc vous trouvez très souvent dans Node, à la fin des modules, quelque chose du genre if require main et après donc
si c'est mon point d'entrée, par exemple, si c'est je sais pas, des tests unitaires, si c'est mon point d'entrée, ça veut dire que je veux relier ces tests, donc je le fais directement. Ça permet aussi, si on a l'objet module de quelque chose, d'aller directement requirer ce module, puisqu'il en a son identifiant. Mais en pratique, pour ce qui est d'utilisation dans un navigateur, j'ai vu assez peu de cas où c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Question. Dans le programme.js, il est lui-même un module. Oui. Oui. Ok. Et donc, require.main dans le programme, c'est le module du main. C'est pas le document, le window. Non, c'est le module du main. Parce que tout ça, pour le moment, est totalement abstrait d'un environnement, de quelques types d'environnements sur lesquels on puisse être. Donc pour le moment, ça c'est essentiellement mon environnement serveur, en fait. Puisque tel quel, ces programmes-là, dans cet état-là, ne fonctionneraient pas sur un navigateur. Voilà. Donc ça c'est la question suivante. Et donc on a besoin d'un système pour transporter, en gros, ces modules qui sont non compilés, non collés les uns aux autres, pour les transporter, pour qu'ils puissent être utilisés dans le navigateur. Et pour ça, on utilise une fonction qui s'appelle define. Donc si on reprend exactement le même exemple que tout à l'heure, mais qu'on le montre dans sa version transformée pour aller sur un navigateur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, donc c'est plus qu'un seul fichier, qu'on appelait là en l'occurrence main, et on voit que chacun des modules a été enveloppé d'une clausure, nommée, donc on a ajouté un identifiant, donc en l'occurrence math pour le premier, incrément pour le deuxième, programme pour le troisième, et auquel on a ajouté aussi un array, un tableau des dépendances que chacun de ces modules ont à un autre module. Donc ça maintenant c'est un fichier. Ça pourrait être 2 fichiers, comme ça pourrait être 3 fichiers. Je vois des yeux éberlués. Non? Oui, ici c'est CommonJS qui le fait côté serveur. Alors, il y a une étape de compilation. Donc, cette étape de compilation, en l'occurrence, doit être faite côté serveur. Donc, c'est du même ordre que ce que faisait la version très primitive qu'on avait tout à l'heure, qui était juste un cat, ou d'une version un peu plus évoluée, qui est Sprockets. Mais en gros, on a une étape de compilation qui est relativement complexe côté serveur, qui va prendre l'entrée du programme, donc en l'occurrence le fichier programme, aller dedans, créer un arbre syntaxique du programme, identifier chaque endroit dans cet arbre où il y a un require call, enfin un appel de la fonction require, regarder quel est l'identifiant du module qu'il y a dedans. Ces identifiants peuvent être absolus, comme on a vu là maintenant, mais aussi relatifs. Donc comme avec un système de pass, le genre ça, par exemple. Oui. Et si c'est require dans une statement eval, comment est-ce qu'il les trouve? Il ne peut pas les trouver. Donc il y a des limitations à ce qu'on peut faire, de la même manière que vous ne pouvez, si vous voulez être spec compliant, vous ne pouvez que écrire un require avec une chaîne de caractères dedans. Vous ne pouvez pas écrire require foo plus bar ou quelque chose comme ça, parce que c'est impossible pour le compilateur de comprendre à ce moment-là quelles seront les valeurs de foo et bar dans ce programme. Donc ce qu'il fait en gros, c'est qu'il regarde tous les requires, il extrait de ça toutes les dépendances, et après de manière récursive, il va faire exactement le travail, le même sur chacune des modules dont il sait qu'il a besoin. Et à la fin, il va cracher un énorme objet avec toutes les dépendances et les transformer par une belle transformation
enfin en gros, soit en faisant du copier-coller, soit en réécrivant, enfin en transformant l'arbre syntaxique en code, en quelque chose de cet ordre-là qui peut être minifié, etc. Alors l'énorme avantage de cette solution, c'est que les dépendances, vous n'avez plus à les gérer vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est là et qui gère toutes ces dépendances, et vous êtes sûr qu'à partir du moment où vous avez requiré increment là, à ce moment-là, il sera disponible. Maintenant, il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est que ça permet de transporter absolument tout le code en un bloc, mais ça permet aussi, la même syntaxe permet aussi de transporter le code en différents morceaux ou même à la demande. Donc il y a vraiment, il y a une réelle abstraction entre, en gros, la manière d'organiser son code et la manière de le transporter. Ce qui est idéal, ce qui est absolument ce qu'on veut, parce qu'on a l'idée aujourd'hui que le mieux, c'est de mettre tout dans le même fichier et puis d'envoyer ça au client le plus rapidement possible. Mais c'est vrai pour certains navigateurs dans certains cas. Si on prend par exemple des navigateurs qui parallélisent beaucoup le téléchargement des ressources, dans certains cas, c'est peut-être plus intéressant de transporter votre JavaScript en 3 ou 4 pages, ou 2 ou 3. C'est quelque chose qui va dépendre du type de navigateur, mais qui va aussi, en gros, changer avec la technologie. Si dans 3 ans, tout le monde utilise Speedy, par exemple, l'idée de compacter tous les fichiers ensemble n'a absolument quasiment plus aucun intérêt, de par la manière dont Speedy fonctionne. Donc il y a vraiment le fait de vraiment partager ces deux domaines de fonctionnalités complètement différentes et de les abstraire fait en gros qu'on peut gérer son code d'un côté comme on veut et gérer le transport de ce code d'une autre manière comme on veut. J'ai parlé plus que ce que je pensais que j'allais parler. J'ai une section sur AMD que je vais vite passer. Ce que vous avez vu là, en gros, ça ressemble beaucoup à AMD, parce que en fait, c'est la même chose. Donc AMD, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'AMD, je ne sais pas si quelqu'un sait. Oui. J'ai utilisé OpenJS un petit peu, mais... D'accord. Donc, quand il y a, en bref, quand il y a CommonJS qui a été fait, il y a pas mal de gens qui se sont plaints que CommonJS s'était fait, à la base ça s'appelait ServerJS d'ailleurs, que CommonJS s'était fait par des gens qui faisaient du développement côté serveur, pas du tout du développement côté client, que de faire que require soit synchrone ou d'être asynchrone, c'était une absurdité, etc., etc. Donc ils sont partis, ils ont dit qu'ils voulaient faire un autre format qu'ils ont appelé AMD pour Asynchronous Model Definition, et qui est en gros ça. Donc c'est très très proche de ce qu'on a dans CommonJS, à quelques différences. Donc ça c'est juste c'est l'équivalent en AMD du module increment qu'on avait avant. Alors ce que vous allez voir, c'est que dans ce cas-là, il y a plusieurs types de modules AMD. Celui-là, ça c'est des modules anonymes. Donc, on donne les dépendances qui sont l'objet mat, mais là, par contre, on est obligé d'écrire les dépendances à la main. C'est ça la grosse différence. Enfin, la grosse différence, c'est le gros avantage, parce qu'il n'y a pas besoin d'une étape de compilation pour le développement. Le gros désavantage, c'est qu'on se tape toutes les gestions de dépendances à la main. Donc, en l'occurrence là, voilà, il faut spécifier évidemment ce module a besoin de math. Math est passé directement en tant qu'objet au corps du module en fait, qui peut utiliser tel quel. Donc ça a l'air beaucoup plus simple comme ça, et ça l'est dans la pratique pour le développement. Ça permet d'éviter en fait cette étape de compilation. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que de toute manière, aujourd'hui, si vous voulez développer une application en production, vous allez devoir compiler d'une manière ou d'une autre votre JavaScript. C'est impensable d'envoyer, si vous avez 50 ou 80 ou 100 modules, ce qui est un chiffre
finalement banal pour une application un tant soit peu compliquée, vous allez devoir avoir un procès de compilation. Donc de toute manière, vous allez devoir transformer ça en ça, puisque si vous voulez pouvoir transporter des modules, il faut qu'ils aient un nom. Alors, vous ne pouvez pas mettre dans pardon. Voilà pourquoi ça. Je sais pas si vous ne pouvez pas mettre dans le même fichier JavaScript deux modules anonymes. Parce qu'il y a l'environnement qui sera du côté navigateur va absolument pas pouvoir comprendre quel module correspond à quoi. Donc vous allez devoir les transformer justement, encore une fois en créant un arbre syntaxique, en faisant de l'analyse statique en gros, en les transformer en quelque chose comme ça, qui est très proche des modules CommonJS qu'on avait vu avant. Effectivement, les deux grosses différences, c'est que dans le module CommonJS, les appels de la fonction require sont écrits directement, donc on ne passe pas les exports du module, il faut vraiment aller les chercher à la main, et on exporte ces données, enfin ce qu'on veut exporter à travers l'objet export, alors que dans les modules AMD, on passe, enfin le module reçoit directement les dépendances qu'il a demandé et on exporte en faisant un return. Mais à part ça, les deux formats sont extrêmement proches. En gros, la manière dont j'aime à penser ces deux différentes choses, c'est que le format dans lequel on écrit des modules, c'est CommonJS, et le format dans lequel on les transporte, c'est AMD. Il y a pas mal de gens qui vont écrire des modules directement en AMD, c'est possible aussi. Mais effectivement, il y a certains des trucs dont il faut être au courant. C'est typiquement, si vous voulez bénéficier d'avoir des modules qui sont anonymes, donc en gros c'est leur fichier qui les nomme, ils sont nommés par leur nom de fichier et non pas de manière explicite comme c'est le cas ici, vous allez devoir, quoi qu'il en soit, compiler votre code pour pouvoir le mettre tous, enfin transformer votre code pour pouvoir le mettre, le passer au navigateur. Oui, donc de toute manière, vous aurez une étape de compilation. Et oui, et donc typiquement, ce dont on avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la gestion des dépendances cycliques ne peut pas se faire quand vous avez un retour, comme vous avez ici un return function. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une tierce partie qui passe des objets d'export à tous les modules. C'est chaque objet d'export qui génère son propre objet, enfin chaque module qui génère son propre objet d'export. Voilà, je sais que c'est assez dense. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques sur ça. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est du travail qui est très jeune et très en cours. Moi, ça fait un moment que je développe justement cette espèce de solution qui fait la compilation et qui transforme le script, enfin la collection de modules en un script que le navigateur peut directement consommer. Require.js est une solution du même ordre qui est beaucoup plus complexe et complète que celle sur laquelle je travaille. Et voilà. Si vous avez des questions. Encore moi, désolé. Non, mais... donc, vous avez présenté trois solutions là. Mais une quatrième, qui est celle utilisée par Google pour le mise en ligne de code de JavaScript, qui est le Closure Tools. Oui. Qui résout tous ces problèmes-là et beaucoup plus. Qu'est-ce que tu en penses? L'approche de Google est extrêmement similaire à celle de CommonJS. Tout simplement, c'est un système de modules qui leur est propre, qui fonctionne à peu près de manière pareille. Le compilateur Clojure est quelque chose de très intéressant. Je suis en train de travailler en ce moment même avec Malte Hubel, qui est le mec qui fait JSConf Europe, qui bosse chez Google aussi sur Google+.
et qui vient de sortir tout récemment un système qui permet de compiler des modules AMD en modules CommonJS et des modules CommonJS en modules de Google Closure pour pouvoir bénéficier du compilateur Google Closure qui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé ce compilateur en mode avancé, ce qu'il arrive à supprimer comme code dans une page est assez bluffant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de niveaux d'analyse du code dedans, il fait tellement de passes au niveau du code qui est écrit, qu'il supprime tout le code dont il peut être sûr qu'il ne sera jamais appelé. Alors, quand on est sur des projets qui ont justement la taille de Gmail, on parle quasiment d'1 million de lignes de code avant transformation, ou de ce qu'on fait à Facebook, c'est clair que c'est des questions qui sont vachement importantes quand vous avez plein de développeurs qui travaillent sur les mêmes modules, si ça se trouve, vous avez une partie de l'application qui va avoir besoin d'un même module qu'une autre partie de l'application, mais de fonctionnalités différentes dans ce même module, par exemple. Donc c'est évident que vous voulez pouvoir transformer le code de chacune de ces parties de l'application pour qu'il n'intègre que les fonctionnalités de chaque module dont vous avez vraiment besoin. Donc ça, c'est quelque chose que le compilateur de Google permet de faire. Oui, après, comment ça se développe plus? Alors ça, c'est l'autre problème. Alors, évidemment, le développement, pour ceux qui ont déjà utilisé CoffeeScript, on commence à être dans le même ordre de problème, c'est-à-dire que entre le code que vous écrivez et le code qui part en production, c'est méconnaissable. Il y a du développement de standards en ce moment pour essayer de résoudre ce problème. Maintenant, je n'ai pas les références de tête, mais je peux vous les... Quelques approches, les modes non compilés, qui est plus normal. Puis il y a des modes compilés, mais qui gardent les noms des variables, des fonctions, qui l'auront avec un layout assez standard. Donc c'est quand même possible de voir ton code d'origine si tu veux. Tout à fait, c'est ce qu'on peut faire avec CommonJS aussi, je veux dire, mais n'empêche qu'on se retrouve avec par exemple des erreurs, enfin des stacks d'erreurs qui ne correspondent pas du tout aux lignes, et vous ne savez pas nécessairement dans quel module il s'agit, il faut essayer de trouver. Donc ça fonctionne assez bien pour le moment quand il s'agit de travailler sur un code source relativement restreint. Genre une petite application mobile, ça va, parce qu'on est dans un nombre, enfin en gros on reconnaît, ah ouais ça va être dans tel bout, c'est dans tel fichier. Voilà. Quand on commence à être dans des applications plus grandes, on ne peut plus tenir compte que chaque développeur a en mémoire la structure totale de l'application qui en plus change tout le temps parce que tout le monde est en train d'écrire du code. On ne peut plus tenir compte de ça. Donc il faut des solutions qui soient effectivement, qui permettent dans du JS minifié par exemple de retrouver exactement c'est tel module, telle ligne dans du JS pas minifié. Et il y a un standard qui est en développement en ce moment, dont Mozilla est en train de faire une implémentation, je crois WebKit aussi, qui permet en gros à un compilateur ou un minificateur de générer un espèce d'énorme objet JSON qui dit à telle ligne, tel caractère correspond telle ligne, tel caractère. C'est un mode de debug pour JavaScript. Voilà. Et que vous déployez parallèlement à votre code. Donc quand il y a une erreur, le navigateur va chercher ce fichier et va chercher le code source. La prochaine étape, c'est Visual Studio. Visual Studio pour CommonJS où tu as le code qui s'exécute live, tu fais un breakpoint. Ce serait bien. Mais ça, tu disais parce que j'imagine que si tu fais du CoffeeScript, tu dois avoir plusieurs passes. Parce que tu dois d'abord le compilateur CoffeeScript qui va passer, ensuite le compilateur, je sais pas, de module, puis après le minificateur. Donc il faudra un truc quand même assez costaud. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où l'objet peut, qu'on peut passer l'objet de l'un à l'autre, et puis à chaque fois qu'il y a le mapping,
c'est lourd à calculer pour l'ordinateur, mais le seul truc qu'on passe réellement, en fait, c'est des numéros de ligne et puis des numéros de colonne. Donc, c'est faisable, bien sûr. Mais disons que, enfin, moi j'entends tout à fait votre amusement sur le sujet, hein. Et c'est évident que si le web a eu le succès phénoménal qu'il a eu pour développer des applications, c'est un grand rapport avec le fait que c'est archi con, quoi. Vous prenez une page et puis vous mettez un script dedans et puis ça marche. Et moi je me souviens parfaitement la première fois que j'ai regardé le code source d'une page HTML qui faisait c'était du HTML, vraiment un truc qui bougeait quand on cliquait, et que j'ai changé, mais c'était une espèce de révélation, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très important, que l'environnement dans sa globalité ne perde pas. Parce que si on perd ça, effectivement, on perd tout. Et voilà, comme tu dis, on se retrouve avec des trucs énormes, ultra lourds, des IDE, tous ces trucs à la base, le développeur lambda n'a pas forcément envie d'apprendre, pas envie d'utiliser, et qui sont autant de barrières entre une idée d'application et puis quelque chose en production. D'un autre côté, c'est vrai que quand vous avez des applications qui commencent à avoir été les applications qu'on fait aujourd'hui, enfin je veux dire, il ne faut pas se leurrer, une application mobile écrite en JS aujourd'hui, c'est pas 250 lignes de JS. C'est un framework qui en fait 10 fois ça, et puis des tas de codes par-dessus, et puis de l'organisation, enfin de la gestion de dépendance, c'est quelque chose on arrive à un point où c'est plus gérable manuellement. Voilà. En tout cas, c'est mon avis et mon expérience. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, et j'entends et je comprends pourquoi, mais disons que je pense que c'est quelque chose où il faut garder les deux options. Oui. Est-ce que de toutes ces options-là, comme je disais, il y a une qui pointe comme pour être à la limite standardisée, qui ferait peut-être partie d'un standard W3C ou... Alors, ce qui est en passe d'être standardisé, c'est un système de modules dans ECMAScript 6. Ah ouais. Ouais. Ça va être vraiment, vraiment très chouette. Et où justement la gestion des dépendances est laissée au navigateur. Donc c'est en gros, vous avez du code qui arrive, le navigateur voit les modules et va lui-même chercher les modules. C'est mappé exactement sur la manière dont CommonJS et AMD fonctionnent. C'est-à-dire que théoriquement, le code que vous écrivez aujourd'hui en CommonJS ou en AMD devrait être quasiment utilisable tel quel, enfin disons avec une bête transformation pour ECMAScript 6. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous allez pouvoir écrire du code en ECMAScript 6 et avec une bête transformation, le transformer en du code compatible ES5 avec justement en CommonJS. Donc c'est aussi une carte pour le futur. Enfin, c'est en prévision de ce qui va arriver. Maintenant, ES6, c'est un standard qui n'est pas terminé. Voilà, il y a plein de paramètres qui font que ça va être la transition va être plus ou moins aisée, etc. Mais disons que c'est dans l'idée, tout ça va vers un futur standard ES6. Et pour moi, entre utiliser CommonJS ou AMD, c'est sincèrement, franchement, une question de préférence. J'ai une nette préférence pour CommonJS, parce que c'est ce qu'on a ce côté serveur. Voilà, donc ça c'est l'autre paramètre, c'est que c'est beaucoup plus facile d'utiliser du CommonJS. Si vous écrivez du Node, c'est du CommonJS. Il y a des plugins, encore une fois, qui permettent de transformer facilement de l'AMD en CommonJS et du CommonJS en AMD. Donc à partir du moment où on accepte que le code est quelque chose qui est qu'on peut transformer en arbre syntaxique, merci, qu'on peut transformer en arbre syntaxique et modifier, ce qu'on fait déjà avec quand vous avez un linter
votre code, c'est ce qui se passe. Vous avez créé un arbre syntaxique et puis regarde, est-ce que vous êtes en train de faire des trucs qui sont corrects d'après la grammaire ou non. Donc à partir du moment où vous acceptez qu'on a ces outils et que ces outils nous permettent de modifier le code dont on a besoin, passer de CommonJS à AMD, à ES6 et retour, et effectivement au compléteur Google, c'est des choses qui sont aisées. C'est des choses qui sont complexes à écrire, mais qui sont après, c'est des outils qui sont faciles à utiliser. Complexe à débugger aussi. Alors effectivement, pour le moment, qui sont complexes à débugger, c'est clair. C'est indiscutable. Et effectivement, comme disait monsieur tout à l'heure, il y a des solutions intermédiaires qui sont, on charge chaque module séparément sur la page en développement. Voilà. C'est possible, c'est lent, mais ça fonctionne. Mais effectivement, si vous vous retrouvez avec une stack trace d'une application en production minifiée, avec compilée, etc., pour savoir de quoi il s'agit et où c'est. C'est ligne 1, colonne 3000. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est problématique. Ça, c'est clair. Voilà, je ne sais pas si encore je prends. Une dernière question, s'il y a quelqu'un qui a encore une question spécifique. Combien de lignes de code dans Facebook? De quoi? De JS? JS. J'en sais rien. Beaucoup de notre JS est généré par du PHP. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce sujet-là. On a, sauf erreur, 4,5 millions de lignes de PHP. Le déploiement de Facebook est assez intéressant parce que ces 4,5 millions de lignes de PHP sont compilées par quelque chose qui s'appelle HipHop, dont vous avez peut-être entendu parler, qui le compile en C++, en fait, je crois, sauf erreur. Maintenant, c'est même une machine virtuelle depuis genre 2 semaines. Et en gros, on déploie un fichier binaire de 1,6 giga sur des dizaines de milliers de serveurs entre 3 et 4 fois par semaine. Voilà. C'est ce qu'on appelle la dette technique. Est-ce que là, vous avez vu Node à Facebook aussi récemment? Il y a pas mal de gens dessus qui bossent dessus. Je ne crois pas qu'on l'utilise en particulier en production. Parce que je crois que c'est LinkedIn qui a beaucoup bloqué. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Massivement, non. Je pense que c'est l'application. L'application. Ouais, mais c'est déjà. Oui, ça fait genre morceau. Non, moi je suis un très très grand fan de Node. Ouais. Pour ceux qui n'en ont pas fait, c'est dur de se rendre compte. Non, ça c'est clair, c'est dur de se rendre compte de ce que c'est, mais je pense que c'est un des trucs, une des activités les plus rapides pour genre vous ouvrir à des tas de nouveaux concepts. Moi, en 6 mois, j'ai l'impression d'avoir, avec Node, les 6 premiers mois, j'ai commencé à bosser avec, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai appris 3 ans de programmation en 6 mois. Enfin, c'est pour quelqu'un qui vient, moi je n'ai pas du tout de formation académique en informatique, donc je fais tout le, j'ai commencé par bidouiller des pages HTML, quoi, donc je fais tout le trajet dans le mauvais, enfin dans l'autre sens, quoi. Node, ça m'a fait exploser la tête. Enfin, je pense que c'est vraiment le nombre de concepts ultra intéressants qu'il y a dedans, et le fait que finalement par rapport à des gens qui ont l'habitude de travailler avec du Ruby ou du PHP ou du Python, on est beaucoup plus bas niveau, quoi. On est beaucoup plus près du métal. Et moi j'ai appris plein de trucs avec ça. Donc je conseille vraiment. Est-ce que là, Facebook, quand c'est Brett Taylor qui a pris la direction technique, il n'est pas venu avec Tornado, enfin Python, côté Facebook Alors il paraît qu'il y a une histoire avec quelque chose de cet ordre-là. De ce que je sais, c'est que je crois qu'il y a eu à une époque une équipe qui a voulu réécrire le site en Python. Et en fait, ils n'ont jamais réussi. C'est comme repeindre la Tour Eiffel. C'est-à-dire que quand les mecs, je crois que la Tour Eiffel, ça met 7 ans à être repeint. Et quand ils arrivent en haut ou en bas, enfin bref, ils ont mis 7 ans. Et donc ils recommencent. Et je crois que c'était exactement du même ordre. C'est-à-dire que le temps qu'ils avaient transformé un bout de l'application en Python, et qu'ils allaient attaquer le deuxième, le premier était nouveau en train d'être complètement modifié. Et donc, ils n'ont jamais réussi à rattraper le code PHP, donc le projet a été abandonné.
C'est ça que j'ai entendu. Maintenant, à savoir si c'est vrai, pas vrai, si ça correspond à son départ, je ne sais rien du tout. C'est juste que Tornado, en fait, dans l'esprit, c'est quand même assez proche de Node. Ouais. Parce que c'est tout asynchrone. Tout à fait. Et du coup, c'est pour ça que je me demandais un petit peu de ce qui allait se passer à Facebook, sachant que le créateur de Tornado, c'était Brett. Donc, ça, je savais pas. Non. Donc, la règle générale à Facebook, c'est qu'on essaie d'utiliser la technologie la plus adaptée au problème en question. Donc, on utilise des tas de systèmes de bases de données différents, même pour le même produit, pour répondre à des besoins spécifiques. Typiquement, par exemple, le projet, toute la gestion des messages. Les messages, selon si c'est des messages récents ou des messages qui sont plus vieux de 3 jours, ne sont pas stockés sur le même type de base de données. Les messages d'une certaine longueur sont stockés sur un autre type de base de données que les messages. Les attachements des messages sont stockés dans un autre type de base de données encore. Donc même pour un truc aussi bête que juste les messages, il y a 3 ou 4 types de bases de données différents. Et en plus, après, il faut savoir qu'on utilise beaucoup MySQL comme couche pour faire du NoSQL par-dessus. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de... Voilà, s'il y a une technologie qui fonctionne pour répondre à un besoin donné, et que c'est déployable, et qu'il y a des gens qui ont envie d'utiliser ça, et puis de faire quelque chose avec, et puis que c'est un produit qui marche bien, c'est utilisé. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Node, il y a pas mal de gens à l'intérieur qui utilisent Node pour faire différents trucs. Après, à savoir si un jour ça va être utilisé pour, je ne sais rien, le chat ou des choses pour lesquelles Node fonctionnerait bien, j'en ai pas la moindre idée. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, quiconque à Facebook ait une idée précise de ce problème-là. Si ça se trouve, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur des solutions concurrentes et doublement concurrentes, en l'occurrence, pour régler ce genre de problème. Voilà. Il y a eu un article il y a 2 mois et quelques qui s'appelle Node.js is cancer. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un gars qui a écrit un rant qui a fait le tour de Reddit. Oui, je crois que j'ai vu ça. Et en fait, ouais, c'est assez basique. En fait, il finit l'article en disant et puis merde, c'est JavaScript après tout. Je ne sais pas si justement tu avais une opinion de ça. J'ai vu, sincèrement, je ne comprends pas assez de choses au monde de la programmation concurrente pour pouvoir avoir un avis éclairé sur... voilà, j'arrive à bien comprendre ce que c'est qu'un thread, donc je creuse, j'en suis à peu près dans l'ensemble du stack, et j'en suis là. Les prochains trucs qu'il faut vraiment que je pige, c'est dans cette zone, dans ce niveau-là du stack. Mais sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question de manière claire, j'en sais rien. S'il y a quelqu'un qui a une réponse intelligente à faire à ça, je serais très curieux d'avoir la réponse, mais je ne sais pas. C'est peut-être du problème de l'accessibilité, le fait que ce soit vachement facile de se lancer. Ça fait que, comme avec PHP, il y a beaucoup de code de qualité qui est inférieur. Si on compare avec Native, il y a des choses un peu similaires dans d'autres mondes, c'est juste Native ou c'est pas des aussi smiles. JavaScript qui autorise des choses vraiment dégueulasses si on l'utilise mal. Ouais. JavaScript globalement donne assez de liberté, donc on peut finir avec des trucs vraiment bizarres. Ah ouais. Ouais, mais avec ce critère, il ne faut pas oublier que Word a été écrit aussi en C++, c'est quoi? Donc finalement, on peut faire de la merde avec n'importe quel langage de programmation. Hein. Voilà, donc finalement, moi je pense que voilà, c'est une question de barrière. Comme toute technologie, voilà, un marteau, il faut le prendre d'une certaine façon pour bien donner dans le flou. Ouais, tu peux le prendre, tu frapper avec le manche, ça va enfoncer le clou, tu vas prendre plus de temps, tu auras plus de mal à poignet, puis tu vas casser le manche du marteau. Alors que peut-être de le prendre de l'autre côté, c'est mieux. Donc finalement, je sais pas, mais voilà, peut-être tu avais une opinion. Enfin, du même ordre. Je vais mettre le lien sur le groupe après, s'il y a quelqu'un qui a une opinion dessus, je serais intéressé. Dans l'ensemble, à titre personnel, tout ce genre de conversation sur cette technologie est mieux que celle-là, etc. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais vraiment, voilà, même ce qui est du style en JavaScript, je veux dire, les points-virgules à la fin, pas les points-virgules à la fin, les squiggles, etc. Tous ces trucs-là, dans le fond, ce qui fonctionne, quoi, avec l'équipe avec laquelle vous travaillez, et puis
Moi je mets les points-virgules juste pour éviter les commentaires de l'int. Hein. Voilà. Alors j'ai plein de trucs noirs de là. Voilà. Alors, avec un linter aujourd'hui, on peut enlever ça pour dire. Mais moi je trouve qu'il y a pire que les commentaires de l'int, c'est les commentaires des autres développeurs. Ouais. Je trouve ça beaucoup plus pénible parce que l'int, on peut l'ignorer. Les autres développeurs, des fois, c'est difficile. Donc, moi, c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à faire, OK, tout ce que vous voulez, c'est un peu mon credo. Si vous voulez des points-virgules, d'accord. Vous voulez pas de points-virgules, d'accord. Dans le fond, sincèrement, sur n'importe quel type de projet, en une journée et demie, le style du projet est intégré. Et puis, si on peut modifier des arbres, si on a des arbres syntaxiques, en plus, ce qu'on peut faire, c'est avoir un compilateur qui uniformise le style pour tout le monde. C'est comme ça, c'est une solution pour régler ce problème-là aussi.